Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode des émissions scintillantes. Aujourd'hui, je reçois Audrey Fella, historienne des religions et essayiste. Elle s'intéresse à la spiritualité féminine depuis plusieurs années. Elle a exploré la création féminine et l'art comme voie d'éveil. Elle anime des ateliers d'écriture et des stages sur la spiritualité féminine. Son livre Mélusine, Fées et femmes est paru aux éditions Le Courrier du Livre. Bonjour Audrey, bienvenue dans mon univers féerique. Bonjour Valérie. Alors, avant de commencer, je me disais qu'au vu de vos choix créatifs, pourrait-on dire que vous êtes une féministe? Alors, disons que oui, je suis une femme de ma j'aime dire que je suis une femme de ma génération, c'est-à-dire que bien évidemment, je suis féministe dans le sens où j'ai les mêmes combats que les autres femmes de mon époque et j'adhère aux mêmes droits que les hommes. Je vois pas pourquoi on serait pas, égales, sur un plan politique, économique et social. Mais c'est pas vraiment ce qui a motivé mes choix d'écriture, de recherche sur le thème de la spiritualité féminine. Ça a bien évidemment un rapport, mais disons que, en m'interrogeant sur les femmes et leur spiritualité, je me suis bien rendu compte qu'à un moment donné, dans la société patriarcale qui était la nôtre, on leur avait confisqué leur voix, leur droit au chapitre, leur droit de s'exprimer et finalement leur puissance spirituelle, hein, qui n'est pas leur pouvoir, mais il y a une différence pour moi entre le mot pouvoir et puissance. C'est vraiment cette puissance, c'est quand vous vous réalisez vous-même, quand vous comprenez qui vous émanez une puissance et une force qui n'a pas besoin de s'imposer. C'est ça pour moi la puissance, alors que le pouvoir, il veut s'imposer. Donc, si vous voulez, voilà, c'est ça que j'ai découvert, c'est-à-dire cette puissance-là qui m'amenait au fait que ce soit pas un pouvoir et qu'on n'ait pas besoin donc de l'imposer et donc il y avait pas besoin de rester dans un rapport de force. Or, je crois que les féministes sont encore, elles, sur le plan horizontal des droits socio-économiques et politiques, elles sont encore finalement dans un bras de fer. Chose que voilà, dans la spiritualité, je dis pas qu'il y a pas de conquête, mais la première conquête, elle se passe avec soi-même, pas tellement sur les autres, vous voyez? Et à un moment donné, quand on se connaît bien, on n'a plus rien à prouver. On est beaucoup plus calme et on peut commencer à regarder tout ça avec, beaucoup plus de sagesse. Ça veut pas dire qu'on renonce à ses droits, c'est pas du tout ça, mais disons qu'on peut les conquérir d'une autre façon, notamment par la douceur. C'est ce que j'allais, vous dire par rapport au féminisme actuel. Il y a plusieurs courants et c'est vrai que moi j'adhère pas forcément à ce que je vois parce que déjà je trouve qu'on est un peu à aujourd'hui, certaines sont avec une géométrie variable et que, moi je suis pas, contre les hommes. Je pense on est complémentaires, qu'on a tous une polarité féminine, une polarité masculine et le but c'est de trouver l'équilibre, l'harmonie et c'est pas l'un contre l'autre, mais c'est l'un avec Mmh. l'autre Mmh. et du coup, je comprends, mieux votre point de vue par rapport à vos choix et ce qui vous a amené et à ce qui en découle par rapport effectivement à la spiritualité féminine telle que vous la décrivez. Alors pourquoi avoir choisi de mettre en lumière la fémélusine? Alors, Mélusine, c'est un peu étonnant parce que, oui, bien sûr, je l'ai choisie, hein, quand on écrit 2 livres sur une figure, telle quelle, on l'a choisie, mais au départ, c'est pas moi qui l'ai choisie, c'est elle qui m'a choisie. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans ma vie, voilà, j'étais en forêt, je me baladais avec des amis et puis on m'a parlé d'elle, on m'a dit: «Est-ce que tu connais Mélusine?» et donc j'entendais comme ça la vibration de son nom, Mélusine. C'est déjà, ça faisait rêver, hein, tout mon imaginaire était en ébullition. Je ne savais pas qui elle était. J'ai compris après que c'était une femme serpente. On va y revenir un petit peu après, je pense. Mais disons que voilà, elle est comme ça, elle est rentrée dans ma vie et de fil en aiguille, j'ai recherché qui elle était, puis elle m'a vraiment fascinée parce que dans notre, société patriarcale, mais aussi judéo-chrétienne, on sait que le symbole du serpent est plutôt le mal.
MAL. Donc voilà, c'était, sulfureux quoi, c'était une figure sulfureuse. Mais je sentais bien qu'avec Mélusine, c'était autre chose. C'est-à-dire qu'on était au-delà du bien et du mal. On était sur une figure de connaissance et j'avais le sentiment qu'elle faisait écho à qui j'étais. J'avais 27 ans quand j'ai entendu son nom pour la première fois et voilà, j'ai commencé à tirer le fil de la bobine et finalement, je me suis rencontrée à travers elle et j'ai compris au fond qu'est-ce que c'était que la femme de connaissance et la femme initiée. Alors, je vais préciser comment dire, très simplement ce que c'est-à-dire une femme qui acquiert une certaine connaissance et puis qui peut rentrer dans sa puissance, celle dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, le monde des fées vous a appelé, vous avez, un peu exploré d'autres, fées ou le petit peuple tel qu'on l'appelle, même si j'aime pas l'appeler le petit peuple, moi, par exemple? Oui, autour de Mélusine, quand on étudie une figure comme elle, on va bien évidemment, étudier un petit peu les autres fées, les fées Viviane et Morgane, donc les fées françaises, hein. J'ai commencé vraiment sur la France et j'ai découvert ce qu'on appelle le petit peuple, le grand peuple, en tout cas celui des esprits, les esprits de la nature, les esprits de l'eau, les esprits du feu. Mais c'est vrai que je me suis vraiment concentrée sur la figure de Mélusine parce que voilà, ça rejoignait vraiment mon sujet de la spiritualité féminine, la spiritualité des femmes. Et donc, voilà, j'ai vraiment axé mon travail sur elle. Mais disons qu'au fond, pour moi, tous ces esprits, ce sont des esprits qui sont comme les fées, comme les esprits dont j'ai parlé, les éléments naturels. Au fond, ce sont des symboles qui parlent de nous. Donc on ne peut pas parler de Mélusine sans parler de ces esprits. Ils viennent tous dire quelque chose sur nous, ils viennent tous nous apprendre quelque chose sur nous et ils peuvent vraiment nous aider, hein, parce que la vie, c'est pas juste de naître, de manger, de se reproduire, de s'abriter, de dormir et cetera, de répondre à des besoins, absolument nécessaires. Mais c'est bien de se rencontrer, vous voyez, c'est aller voir un petit peu, dans l'invisible, dans cette dimension de l'invisible, sortir que du visible pour finalement, trouver, peut-être le trésor dont parlent toutes les légendes des fées, et finalement, nous-mêmes. Et alors, qui est Mélusine pour celles et ceux qui nous écoutent, qui auraient entendu son nom, mais qui ne sauraient pas vraiment, qui elle est? Mélusine, c'est une fée, donc une fée qui a la particularité tous les samedis de se changer, à moitié en serpent, c'est-à-dire qu'au niveau de ses jambes, comme une sirène, mais là, ce n'est pas une queue de poisson, c'est une queue de serpent. Elle retrouve une forme, originelle et lui pousse une queue de serpent. Donc elle est à moitié serpente et à moitié femme. Elle va rencontrer un jour sous sa forme vraiment humaine, jusqu'aux pieds, un chevalier qui s'appelle Raymondin. Raymondin erre dans la forêt, je vais un petit peu simplifier l'histoire, qui pour les auteurs du Moyen-Âge est beaucoup plus complexe que ça, mais je vais en garder la substantifique moelle. Donc elle rencontre Raymondin, ce chevalier qui est un peu perdu, qui erre dans la forêt, il vient de lui arriver une épreuve, quelque chose de difficile, il est un petit peu perdu, et elle va venir vers lui, elle est très belle, et puis elle va lui dire, ben voilà, moi je vais régler tes problèmes, si tu veux bien te marier avec moi, je vais t'apporter la richesse, je vais te donner des enfants, on va construire un royaume. À la seule condition, c'est que tu acceptes de ne jamais me voir le samedi. Parce que bien évidemment, le samedi, elle revient à sa forme moitié serpente. Donc Raymondin va trouver ça comme pacte très très intéressant. Mélusine est une belle jeune femme et il va accepter. À ce moment-là, sa vie va changer. Voilà, il va devenir le maître de son territoire. Faut resituer la légende qui naît au fin du XIVe siècle, au Moyen Âge. Moyen Âge, donc on est en plein période féodale. Donc il devient voilà, un seigneur reconnu, réputé, riche. Mélusine a des dons magiques, hein, donc elle fait construire des châteaux, elle a une armée comme ça d'ouvriers qui vont bâtir les plus belles demeures. La richesse va venir, la renommée. Et ils vont avoir 10 enfants. Bien évidemment, Raymondin ne cherche pas à l'avoir le samedi. Vraiment, il respecte ce pacte avec sa femme. Mais un jour, il va être poussé par son cousin, qui est certainement très jaloux de toute cette richesse, hein, de Raymondin. Il va être poussé par son cousin par aller voir ce que sa femme fait fait le samedi. Donc son cousin lui dit peut-être qu'elle te trompe. Donc il va un jour aller devant la porte et il va faire un trou avec son épée et il va l'avoir dans sa forme originelle. Mais l'usine va s'en rendre compte
mais elle ne va pas le «punir» entre guillemets, malgré qu'il ait rompu le pacte. Elle va lui dire: «Si tu gardes ça pour toi, je reste auprès de toi et rien ne change». Bon et puis la vie va se dérouler et puis un beau jour, bon les enfants vont grandir, hein, donc dans les enfants, il y a, les chevaliers, il y a les moines et malheureusement, un des frères tue un de ses autres frères. Un chevalier tue un moine, ce qui va rendre fou de colère, le père, Raymondin, qui va dire devant toute une assemblée que c'est la faute de sa femme qui est une infâme serpente et à ce moment-là, il révèle le secret et au moment où il révèle le secret, Mélusine va s'envoler, elle va quitter le château, elle va quitter son époux qui va devenir vraiment, qui va perdre sa richesse, hein, sa renommée et cetera. Il va vraiment tout perdre et il ne la reverra jamais. Ça fait partie de ces contes et légendes, mais en même temps, je trouve que ça vient nous interpeller aussi dans notre propre vie, sur nos propres actions, nos propres choix, notre propre façon d'avancer et c'est vrai que de la manière dont vous abordez, l'histoire de Mélusine invite à la réflexion. C'est ça que j'ai trouvé aussi très intéressant. C'est pas uniquement des recherches, avec effectivement, l'histoire, vous recoupez, on voit qu'il y a de la documentation, mais il y a aussi cette dimension, spirituelle Oui. qui nous invite vraiment à la réflexion sur, qui nous sommes et là où on veut aller. Oui. Est-ce qu'on ouvre aussi la porte, à la magie? L'âme agit, hein, à la magie de la vie ou pas? Ou si on reste beaucoup plus terre à terre? Alors en explorant son histoire et les traditions qui y sont rattachées, pardon, qu'avez-vous appris de précieux sur cette femme, mais également sur vous? Alors, ça rejoint vraiment, tout ce que vous disiez précédemment, c'est-à-dire que, ce sont des recherches, que j'ai menées, donc j'aurais pu, en tant qu'historienne de religion, j'aurais pu rester sur un aspect, historique, hein, tout simplement. Une connaissance que j'appelle horizontale et qui est déjà, très riche, hein, avec, toute la symbolique, mais aussi tout le sens, psychologique. C'est l'histoire d'un couple, c'est une histoire d'amour, Mélusine et Raymondin, qui gardent un secret. Voilà, c'est une parole qui n'est pas tenue entre amants, c'est un couple qui se sépare. Donc, il y a vraiment, tout cet imaginaire qui peut courir. Donc c'est l'histoire d'une mère aussi qui va avoir plusieurs enfants, voilà, qui va vivre, au fond, Mélusine, c'est l'histoire d'une fée qui voulait, devenir une femme, normale. Alors c'est intéressant parce que c'est dans la plupart des légendes, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt, l'homme qui va venir dans le monde de la fée et qui veut vivre, dans ce monde, invisible où il n'y a plus de temps finalement. Il veut vivre éternellement. Mais là, c'est l'inverse. C'est Mélusine qui vient dans le monde de Raymondin, le monde des humains, le monde ordinaire, pour vivre une vie, voilà, de femme, d'épouse, de mère ordinaire. Donc c'est assez, c'est pas banal, et c'est vrai que comme vous l'avez dit et c'est là où ça rejoint votre question, c'est qu'est-ce que c'est venu me dire à moi? C'est que moi, je me suis pas contentée d'essayer de comprendre ce que ça voulait dire au niveau psychologique, bien que j'ai trouvé ça très intéressant, mais je suis allée sur le niveau ontologique. Le niveau ontologique, c'est vraiment la question de l'être. C'est la question, ça rejoint la question du spirituel. Quand vous parlez de la magie, l'âme agit, oui, le monde spirituel est un monde magique, mais comment dire? Il faut pas perdre de vue parce que les mots sont importants. La magie, c'est comme quand on parle de la légende, c'est un vocabulaire très précis pour dire que les choses se passent. L'âme agit, donc le monde invisible dans le monde spirituel, on est extrêmement agissant et acteur, véritablement de ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'on va à la conquête de soi-même, on va se rencontrer. On est ce chevalier qui va, dépasser les épreuves pour rencontrer sa belle. Mais en fait, le chevalier, c'est moi, c'est vous, c'est ceux qui nous écoutent, qui vont aller à la rencontre de leur féminin intérieur. Et c'est bien ça que j'ai rencontré avec Mélusine. C'est-à-dire que Mélusine, finalement, elle est un écho de mon âme. Elle est une sorte de forme extérieure à moi qui représente finalement la vie de mon âme. Et ce féminin, ça c'est un petit peu quelque chose que j'ai dit dans tous mes livres, si vous voulez, c'est cette capacité que tous les êtres ont à véritablement s'ouvrir à une autre dimension de la vie. C'est le moment où vous dites: «Voilà, moi je ne crois plus que à ce qui est
visible et tangible, ce que je peux toucher, la table, l'ordinateur, bon voilà, tout ce qu'il y a autour de nous, si vous voulez. Mais il y a ce monde invisible qui est fait de force, qui est fait d'énergie, c'est un terme voilà, qui parle souvent à tout le monde. Et qu'est-ce qu'elles viennent me dire, ces énergies? Bah, ces énergies, elles sont en moi, elles me traversent, elles viennent me parler de ma vie, de mon âme, elles viennent de me parler de mon être, en fait. Mon être, c'est celui qui me constitue. C'est-à-dire, si vous voulez, il faut bien comprendre qu'en tant qu'être humain, je suis Audrey, j'ai une profession, je suis la femme d'eux, la maman d'eux, la sœur d'eux, et cetera, et cetera. Mais je suis aussi constituée de ce noyau divin. Je suis aussi constituée de cet être. On peut appeler ça aussi le soi dans certaines Mmh. traditions. Il y a le moi et le soi, et l'un et l'autre dansent. Et c'est quand j'arrive à rejoindre cette partie de moi que je peux commencer à toucher finalement des principes intemporels, comme une paix profonde intérieure, comme l'amour qui est l'amour avec un grand A et non pas l'amour avec le petit a. Alors c'est pas qu'ils s'opposent, ils ne s'opposent pas, l'un n'est pas mieux que l'autre, mais l'amour avec un grand A, c'est quand vous n'avez plus de raison pour aimer. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un en face de vous que vous aimez. C'est facile d'aimer quelqu'un qu'on a choisi. Mais là, vous aimez tout le monde. Là, vous aimez déjà votre vie. Là, vous êtes... vous voyez, cet état d'ouverture. Donc, au fond, ça peut paraître un peu simple, ce que je dis là, parce que j'essaie de le simplifier. Mais imaginons les résultats, les conséquences que ça peut avoir sur notre vie. Et quand ça a ce résultat sur notre vie, sur la vie par écho, par résonance, sur la vie de ceux qui nous entourent. Voilà, je remets ça dans le contexte, hein, on ne va pas sauver le monde. Hein. Les chevaliers, eux, dans les légendes, ils vont sauver le monde. Hein. Ils vont sauver la ville en expurgeant le dragon. Bah, vous voyez, Mélusine, elle nous prend par la main, elle m'a prise par la main en l'occurrence, et elle est venue me montrer cet aspect-là de moi. Et c'est ça le trésor, c'est trouver cette paix, c'est trouver cette liberté, c'est trouver cet amour, c'est trouver cette ouverture. C'est pas tous les jours facile, mais elle continue, elle me lâche pas la main. Et voilà, je peux continuer à être cette héroïne-là, on va dire. Mais je suis l'héroïne de ma vie à ce moment-là. Mais comment dire, c'est pas que je me prends pas pour une héroïne. C'est simplement que nous sommes les héros et les héroïnes de notre vie. Nous sommes là très peu de temps, ça passe très vite. Moi, je trouve que le temps passe de plus en plus vite. On est vraiment là pour faire quelque chose de notre vie. Quoi? Il faut vraiment se poser la question. Et Mélusine, bah, c'est une petite clé pour y répondre. Oui, oui, le temps, le passage terrestre file, la vie est précieuse, on n'a qu'à, voir un peu le nombre de départs, autour de nous et c'est vrai que c'est important de célébrer la vie en étant à l'écoute de qui nous sommes pour essayer humblement, chacun à notre niveau, d'avancer le plus sereinement possible en mettant beaucoup de joie à ce Mmh. qu'on fait et à qui on est, en fait. Mmh. Et c'est vrai que pour certains, ça paraît, le monde des bisounours, mais loin de là, moi je vis pas du tout, au pays des bisounours, même si, j'ai la chance de canaliser le monde féerique, ça m'apporte au contraire beaucoup, ça me remet les pieds sur terre et ça me permet de me rendre compte de la beauté de la vie, en fait et de m'émerveiller. Oui, parce que l'idée, c'est pas de vivre dans un monde imaginaire, enfin, c'est ma position, hein, si vous voulez que je vous partage, qui serait une sorte de fuite en avant où on serait pas au fait de la vie et du monde. Mais vous voyez, c'est bien ça et c'est là où je trouve que la légende de Mélusine, elle est intéressante, c'est qu'elle vient d'un autre monde. C'est pas elle nous emmène pas dans l'autre monde. Ça, c'est vraiment une clé de compréhension de cette légende. Elle vient ici pour nous peut-être pour nous dire que c'est vraiment ici que ça se passe. Donc c'est une spiritualité qui est très incarnée, Oui. qui est pas du tout, éthérée, vous voyez? Et voilà et c'est être là, ici et maintenant, dans notre époque, dans notre vie et bien de réaliser quelque chose, ici-bas. Et est-ce que, du coup, vous pensez qu'il y a beaucoup de fées incarnées? Je sais pas, je sais pas. Ça, si vous canalisez, c'est vous qui le savez. À un moment donné, comment dire? Ces figures, je pense qu'elles apparaissent, je le dis dans le livre, Mélusine, elle apparaît dans notre vie quand on est prêt. Mmh. Heu voilà, vous savez,
notre âme, comment dire? J'ai toujours cette, petite citation de Rumi, le poète Rumi qui dit: «Ce que tu cherches te cherche aussi». En fait, nous, on croit qu'on est des êtres humains qui, sommes sur terre pour faire une expérience spirituelle. Mais pour moi, c'est l'inverse. On est des êtres spirituels qui sommes sur terre pour faire une expérience humaine. Ça, on le comprend à un certain moment, sur le cheminement, si vous voulez. Mais à un moment donné, tant qu'on n'a pas, franchi, le comment dire? Il y a 2 rives, vous l'avez bien compris. Cette rive où je crois que je suis une humaine et l'autre rive où je sens bien que je suis plus que ça. Et il faut traverser la rivière entre les 2, et ou franchir la porte, si vous voulez. C'est ça que Mélusine c'est ça la porte qui sépare Raymondin et Mélusine au moment où le samedi, elle est dans son bain avec sa queue de serpente. Donc en fait, c'est pas que Raymondin a fauté, c'est que ça se mérite de voir son âme et que quand on la voit, on peut tout de suite refermer la porte parce qu'on ne comprend pas forcément ce que c'est et le moment, si vous voulez, de bascule, c'est-à-dire avant, où on est dans notre vie, mais on sent bien qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a un sens qui nous échappe. À ce moment-là, la réalité peut manifester beaucoup de choses parce que notre âme, comme je l'ai dit, nous cherche aussi et elle va nous envoyer des signes, des synchronicités. Alors c'est intéressant d'être, à ce moment-là, attentif à ce qui vient et Mélusine apparaît et voilà, là je vais un petit peu plus loin. Quand on a franchi l'autre rive, c'est pas que Mélusine, elle n'apparaît plus pour moi, elle est toujours là, mais si vous voulez, elle est en moi. Elle est plus à l'extérieur de moi, elle est en moi. Est-ce que ça fait de moi une fée? Je sais pas. Je crois que je suis une humaine, très humble sur la terre qui essaie de cheminer et de donner un sens à tout ça et de vivre, un peu plus sereinement et avec plus d'amour, dans le monde dans lequel, comment dire? Je suis et pour, finalement que ce monde-là rejoigne celui que j'aimerais qu'il soit, c'est-à-dire un monde plus comment dire? Accueillant. Un peu plus bienveillant, plus équitable, plus doux. Oui, voilà, plus doux. Est-ce que, de par vos recherches, vous avez, trouvé des différences entre le monde des sorcières et le monde des fées? Parce qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, pas aujourd'hui précisément, mais depuis, déjà quelques années, il y a un retour à la mise en lumière des sorcières. Il y a, paraît-il, des bonnes et des mauvaises sorcières, mais si on remonte très loin, les sorcières pourraient être, ce qu'on appelle aujourd'hui des herboristes, en fait. Donc, il y a pour moi quand même une différence entre les fées et les sorcières, telles qu'on peut les concevoir, même s'il y a des sorcières gentilles. Mais elles ont quand même, en tout cas, je trouve des différences et peut-être qu'elles ont un côté plus humaine que certaines fées. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous Oui, explique? vous êtes très clair, moi, ça rejoint bien ce que je ressens. C'est-à-dire que pour moi, les fées, ce sont on va dire des entités de l'autre monde. Vous l'avez bien compris, c'est des entités, mais aussi des symboles agissant de l'invisible, voilà, qui peuvent avoir des manifestations très concrètes dans notre vie, hein. C'est pas juste des figures de rêve. Voilà et bien évidemment, chez les fées, il y a des bonnes fées et des mauvaises fées. Donc le mot sorcière, on l'a utilisé un peu pour, des fois, appeler les mauvaises fées. Voilà, ça fait partie historiquement de l'histoire, du mot sorcière, mais aussi c'est aussi, comme vous l'avez dit, des femmes qui, auparavant, dans les temps plus anciens, au Moyen Âge, mais aussi à la Renaissance, Mmh. parce que tous les procès de femmes des sorcières, c'est à la Renaissance que ça a eu, hein. C'est véritablement fin du 15e, début 16e siècle, hein. On ramène ça souvent au Moyen Âge et on se trompe. Donc à ce moment-là, ce sont des femmes comme vous et moi qui pouvaient, soit être des oui, des les futurs naturopathes, des herboristes, celles qui avaient une connaissance de la nature, qui pouvaient soigner, soit des guérisseuses, mais Mmh. soit celles qui avaient aussi le pouvoir de guérison en dehors des plantes. Donc donc ce sont des figures véritablement humaines qu'on a appelées sorcières, donc avec un terme assez péjoratif à cette époque-là et aujourd'hui, on est vraiment dans un mouvement avec le retour, comment dire? De mouvements, de femmes avec teintés de féminisme pour certaines
un féminisme politique. On a ces mouvements comme ça spirituels qui réhabilitent la sorcière, qui est au fond, pour moi, la femme de connaissance. Donc qui n'est plus, si vous voulez, comme on l'appelait cette femme négative, celle qui a des pouvoirs avec qui va utiliser par exemple la magie noire, mais on est, si vous voulez, vraiment sur le versant de la femme qui a simplement cette connaissance qu'aujourd'hui on a besoin de réhabiliter parce qu'on l'a brûlée sur des bûchers. Mmh. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a toute une pour moi, une histoire, du mot, hein, de l'utilisation du mot, qu'on a un petit peu perdu en route et qui aujourd'hui est très récupéré, très, comment dire? Très transformé, voire un peu, accaparé quoi, voilà. Parce que c'est aujourd'hui aussi on en fait une figure qui n'est pas que spirituelle, mais parfois uniquement politique. Mmh. Voilà, c'est pas ma position, même si je suis d'accord avec vous que quand on a un engagement spirituel, ce dont on parle, bien évidemment qu'on a des engagements dans la vie qui peuvent se manifester de toutes les manières, politiques, artistiques, tout ce que vous voulez. C'est ça, une spiritualité incarnée. Mais chacun peut choisir. Vous voyez, c'est pas une politique en particulier. C'est chacun peut choisir son camp, sa faction et sa manière de vivre le politique aussi. Donc voilà, ça c'est important de le préciser. Il y a aussi une définition de la sorcière qui dit qu'au fond, ce sont les femmes qui regardent au-dedans d'elles-mêmes. Alors moi, j'aime beaucoup cette Mmh. définition de la ah là là, de cette, sorcière, dite sorcière, dont j'ai oublié le nom, je suis embêtée, mais ça va revenir, qui dit voilà, que c'est celle qui regarde à l'intérieur d'elle-même et ça me plaît beaucoup parce qu'avant d'agir à l'extérieur, elle va se transformer elle et c'est en se transformant elle qu'elle va pouvoir transformer le monde à sa mesure et humblement, hein. On change pas le monde tout seul ou toute seule, hein. On le change parce que voilà, d'autres ont fait le chemin de revenir vers elles-mêmes à l'intérieur et c'est bien le féminin dont je parlais tout à l'heure avec Mélusine, avant d'aller poser des actes à l'extérieur. Sinon, malheureusement, ça donne encore un peu le monde qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui posent des actes, qui font des actions formidables, qui sont nécessaires, hein. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas nécessaires, on a énormément besoin de ces actes et je remercie ces personnes-là. Mais regardez l'effet que ça a. Mmh. Ça a pas beaucoup d'effets, quoi. C'est-à-dire que ça a un effet dans un temps, un espace et un temps donné, alors que ça devrait avoir une pérennité. Donc ça peut être intéressant à ce moment-là de se demander à partir d'où on agit. Mmh. Est-ce que j'agis de manière intéressée? Est-ce que c'est mon ego qui veut changer le monde? Ou est-ce que c'est la part de mon être, celle qui n'est pas mentalisée, qui rentre véritablement dans une paix avec lui-même et qui peut même, soit en faisant quelque chose, mais même soit en ne faisant rien, à travers le silence, simplement dans une assemblée, diffuser cette paix intérieure et éventuellement cet amour. Mais ça change tout, ça change tout. Pour moi, enfin selon moi, tout est une question de fréquence, donc de vibration et c'est sûr que quand, vous parliez du petit amour et du grand amour, pour moi ce que vous nommez, le grand am enfin oui, le grand amour, c'est, la fréquence de l'amour inconditionnel en fait, où il y a plus de conditions et effectivement, on regarde l'autre, on regarde, tout ce qui nous entoure et on vibre d'amour pour ce qui est à côté de nous, qui est en nous et le petit A d'amour en fait, c'est l'amour, plus terrestre, plus conditionné qui, alors c'est parfois un 1er pas, mais c'est pas l'amour, au sens, pur tel que je peux le concevoir, même si à vivre au quotidien, ça serait, très prétentieux de dire que, je vis dans l'amour inconditionnel. Non, je ne suis qu'un être incarné, qui aussi, a ses propres colères mais j'essaie grâce à ce que le monde féerique, moi, m'a enseigné, c'est d'aller vers cette, tolérance, non-jugement, mais tout ça est un travail, quotidien pour pouvoir, changer ma façon de vivre la vie et de percevoir la vie et de percevoir l'autre, pour pouvoir effectivement, mieux appréhender ce monde en pleine transformation et par cette phase, chaotique qui est assez éprouvante d'un point de vue égotique, même si je trouve que d'un point de vue spirituel, ce que nous vivons est extraordinaire. Mais d'un point de vue terrestre,
c'est vrai que là, c'est vraiment pas évident et ça manque beaucoup de douceur à mes yeux. Oui, je vous rejoins, sur cette idée, d'amour avec un grand A. Pour moi, mais j'apporterai une toute petite, voilà, je vais introduire un petit sens là qui me vient parce que ça m'apparaît soudain. Pour moi, l'amour avec un grand A, c'est vraiment la substance même de la création. Mmh. C'est-à-dire que cet amour désintéressé et gratuit qui va me venir à un moment donné se manifester dans nos amours avec un petit A, qui va passer par l'amour, qu'on peut avoir pour, un proche, pour une œuvre d'art, pour quelque chose que l'on fait soi-même, voilà, on se laisse traverser. Mais vous voyez, j'opposerai pas la colère à l'amour, parce que je pense qu'il y a des colères qui sont justes. Mmh. Je pense qu'il y a des colères ou des non qui sont des grands oui à soi et à la vie de son âme. Donc, voilà, alors là, on va se dire: «Oui, mais alors là, c'est compliqué». En fait, l'amour, c'est tout, si vous voulez. Cet amour avec un grand A, c'est tout et de là, tout peut naître. Mais c'est quelque chose qui est juste, donc une colère qui reviendrait mettre quelque chose à sa place, quelque chose qui est juste pour la vie de notre âme, eh bien, ce serait encore un acte d'amour. Ça peut paraître très étrange de penser ça, mais je le pense sincèrement et on peut trouver un exemple pas très loin de nous, pour ceux qui vont être touchés par la figure de Jésus. Jésus a eu des couleurs, des colères, des couleurs, c'est quel joli lapsus, Oui. des colères, saines et justes, en fait, qui étaient encore des actes d'amour. Par exemple, quand il chassait les commerçants du temple. Mmh. Au fond, il chasse les commerçants, c'est-à-dire, tout ce bazar à l'intérieur de nous, tout ce mental qui arrive avec toutes ces idées de c'est bien, c'est pas bien, dans le temple de ce qui est à l'intérieur de nous, de notre âme. Et heureusement qu'il se met en colère parce qu'il faut les chasser ces bavardages pour entendre véritablement à travers un silence intérieur la vraie voix de notre âme. Donc Mmh c'est mh. encore un acte d'amour, cette colère gentille-là, si je puis dire. Mmh. Un de mes amis qui me disait: «Valérie, il y a des colères saines». Oui, je le pense, oui. Hem, L'amour avec un grand A, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas les bisounours, c'est pas tout mou, tout machin, la paix, des fois, ça se conquiert et il faut poser des actes concrets. Mais effectivement, on ne peut pas, changer le monde, on ne peut que se changer soi et changer, notre façon d'appréhender, ce qui se passe à l'extérieur et de porter un autre regard et effectivement, c'est en se changeant soi et en apportant la paix en nous, que la paix pourra rayonner à l'extérieur. Oui, ça, je suis convaincue de ça. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'extérieur de nous, par exemple comme les guerres actuellement, hein, c'est pas, la guerre, là-bas, très loin de chez moi et moi je suis non, tout ce qui est à l'extérieur est en nous. On est, co-responsables si vous voulez, c'est intéressant de se demander, où je suis en guerre avec moi-même, par Mmh. exemple. De faire ce travail-là. Alors bien évidemment, on n'a pas une responsabilité directe sur les bombes qui tombent, on est d'accord, je vais pas faire ce raccourci-là, mais je trouve quand même intéressant voilà, de se responsabiliser au point de se dire: «Voilà, où est-ce que quel est encore l'espace en moi où je suis en guerre avec moi-même ou peut-être avec, quelqu'un d'autre et est-ce que je peux aller me réconcilier avec lui ou pas?» Je Mmh. ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Parfois, il faut aller se réconcilier et parfois, il vaut mieux, tourner les talons. Et alors pour conclure, est-ce que vous avez un message que vous aimeriez faire passer suite à l'écriture de cet ouvrage? Je crois que tout mon livre est un message, dont on a essayé de tirer la substantifique moelle avec notre échange et je crois que le plus important a été dit pour moi. C'est-à-dire, il y a vraiment cette idée, voilà, si on veut changer le monde, puisqu'aujourd'hui, voilà, il y a quand même, une inquiétude et il y a de quoi, heu, tant pour le monde, des guerres, mais la crise écologique, la crise sociale et cetera. On est vraiment dans une bascule, c'est vraiment une période de grands mouvements sociétaux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, il y a beaucoup de peur. Donc voilà, si j'ai envie de dire quelque chose, je dirais que voilà, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur, parce que je peux me l'adresser aussi à moi.
On est, né dans cette époque pour agir peut-être sur ça à notre mesure et comprendre que ça commence par, se rencontrer pour que nos actes, puissent poser une énergie, une vibration différente dans ce monde, et que la paix, comme vous venez de le dire, elle viendra de nous. Que si on veut plus d'amour dans le monde, bah, déjà, c'est important de les incarner. La paix, l'amour, la liberté, toutes ces valeurs auxquelles on tient et qui sont, importantes, heu, voilà, elles ne peuvent émaner ça ne peut commencer que par nous. Et si je vous prêtais ma baguette de fée, à quoi vous servirait-elle? Oh je là, la première chose qui me vient, c'est que je donnerais à manger à tous ceux qui ont faim dans le monde. Parce que je trouve moi, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment qui me meurtrit de me dire qu'avec toutes les richesses de cette terre, elles ne sont pas distribuées à tous. Voilà, moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup et je bien évidemment, je mettrais plus d'amour dans le monde. Très beau Plus de message. Oui, j'allais dire plus de douceur, mais non, je dirais plus d'amour dans le monde. Bah, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que votre livre Mélusine, Fées et femmes est paru aux éditions Le Courrier du Livre. Et je souhaite que votre ouvrage voyage de cœur en cœur, de maison en maison. Merci beaucoup Valérie. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à découvrir également Douceur et Confidence et la toute nouvelle émission Les Rencontres lumineuses pour une nouvelle humanité. D'ici là, prenez soin de vous, rayonnez l'amour. À très bientôt. Merci, au revoir.